Elle a appris très tôt que, dans cette histoire, le silence n'était jamais neutre. Il protège, il blesse, et il finit toujours par coûter quelque chose. À 50 ans, Laetitia Hallyday n'a plus l'âge de tenir pour les autres. Elle a l'âge de mesurer ce que le temps efface, ce qu'il déforme et ce qu'il rend soudain urgent. Née le 18 mars 1975, devenue la dernière épouse de Johnny Hallyday, elle a traversé une décennie où chaque mot prononcé sur lui semblait aussitôt disséqué, retourné, suspecté. Face à elle, il y a Lynn Renault, une femme qui a connu le vacarme des coulisses, l'ivresse des triomphes, mais aussi l'exigence de durer. Née le 2 juillet 1928, elle porte cette autorité rare des artistes qui n'ont plus rien à prouver et qui pourtant continuent de choisir leur combat, notamment au sein de SIDAction où elle est vice-présidente. Entre elles, il y a un troisième personnage, un absent qui occupe encore toute la pièce, Johnny. L'homme public, évidemment, mais aussi le Johnny intime, celui que peu ont approché sans s'y brûler. Lynn Renault, elle, l'a connu très tôt. Le 18 avril 1960, elle le présente à la télévision dans L'École des vedettes. Il est jeune, presque insolent de désir. Elle, déjà installée, l'observe et le baptise en quelque sorte devant le pays. Alors pourquoi maintenant? Parce que Laetitia a 50 ans et que ce chiffre n'est pas qu'un anniversaire, c'est une frontière. Parce que Lynn Renault approche un âge où la mémoire devient une transmission et où certaines vérités, si elles ne sont pas dites, se perdront avec ceux qui les détiennent. Parce qu'après des années d'images officielles, de récits concurrents, d'interprétations, il existe encore un territoire plus discret, celui des confidences, celles qui ne se livrent ni aux caméras, ni aux avocats, ni aux réseaux, celles qu'on confie à une femme comme Lynn, précisément parce qu'elle ne se précipite pas pour juger. Et c'est là, au croisement de ces deux trajectoires, Laetitia, souvent sommée de se justifier, Lynn, gardienne d'une longue fidélité que surgit la promesse du titre, des confidences secrètes. Non pas un scoop, pas une vengeance, plutôt un geste de vérité, tardif et risqué. Un geste qui dit « je ne peux plus porter ça seule ». Mais de quelle confidence parle-t-on exactement? Qu'est-ce que Laetitia a déposé un jour entre les mains de Lynn Renault et pourquoi cette femme-là plutôt qu'une autre? Et surtout, qu'est-ce qui, aujourd'hui, oblige Laetitia à briser le dernier verrou de cette histoire? Elle ne s'est jamais présentée comme la veuve d'eux. Laetitia Hallyday s'est plutôt retrouvée pendant des années assignée à ce rôle-là par les autres. Et dans ce décor social où l'on vous résume en une étiquette, rencontrer une femme comme Lynn Renault n'a rien d'anodin. Lynn ne réduit pas, elle observe. Elle n'interroge pas pour piéger, elle écoute pour comprendre. Entre Laetitia et Lynn, il n'y a pas d'abord une amitié. Il y a un lien plus ancien, plus massif, presque familial par ricochet. Johnny Hallyday. Chez Lynn Renault, Johnny n'est pas seulement un artiste immense, il est un repère intime. Dès le 18 avril 1960, elle le présente à la télévision dans L'École des vedettes, un geste fondateur, presque une bénédiction publique. TF1 rappelle cette date comme la première apparition télévisée de Johnny présentée par Lynn. Et ce lien, Lynn elle-même l'a souvent formulé avec une simplicité qui frappe. Pour Johnny, elle était une marraine. Pour elle, il est devenu comme un fils. On retrouve cette idée, reprise par Lynn sur ses réseaux et citée par la presse People, Johnny, son fils, celui dont elle a lancé la carrière. Laetitia, elle, arrive plus tard dans l'histoire. Née le 18 mars 1975, elle a 21 ans lorsqu'elle épouse Johnny. Elle n'entre pas seulement dans un couple, elle entre dans une légende française, avec ses fidèles, ses codes, ses loyautés. La rencontre entre Laetitia et Lynn ne se joue donc pas comme une scène de coup de foudre. Elle se construit par cercles concentriques. D'abord l'ombre de Johnny, ensuite les proches, ensuite une forme de reconnaissance tacite. Quand on appartient à un même clan affectif, on ne se choisit pas toujours, on se teste, on se jauge. On cherche ce que l'autre fera de la fragilité qui vous dépasse. C'est après la disparition de Johnny et après la tempête médiatique qui s'ensuit que leur relation devient visible, presque lisible. Octobre 2018. Laetitia retrouve Lynn Renault à Paris, entourée d'amis communs. Les images circulent, embrassades, gestes tendres, une évidence d'émotion. La presse souligne le symbole. Lynn, marraine historique de Johnny, enlace celle qui a partagé sa fin de vie. Mais ce que ces photos ne disent pas, c'est la dynamique réelle. Parce que Lynn Renault n'est pas une amie de circonstance.
Son engagement, sa longévité, cette manière d'avoir traversé 8 décennies de vie publique sans céder à la facilité du jugement, tout cela impose une règle. Quand Lynn soutient, elle soutient jusqu'au bout. Son parcours humanitaire, notamment à SIDAction, qu'elle cofonde en 1994 et dont elle reste vice-présidente, raconte une personnalité qui sait ce que veut dire tenir quand ça devient difficile. Laetitia, à ce moment-là, a besoin d'un espace qui n'est ni le tribunal des commentaires, ni le cercle des stratégies. Elle a besoin d'un lieu humain. Et Lynn, sans le dire, incarne exactement cela. Une femme à qui l'on peut confier sans craindre d'être trahi le lendemain par une phrase sortie de son contexte. On peut imaginer la première conversation réellement décisive, pas la première poignée de main, pas la première photo, comme un échange très simple, pas un grand moment, plutôt une phrase qui tombe avec cette fatigue de ceux qui ont trop porté. Je n'arrive plus à respirer dans ce qu'on raconte. Et Lynn, en face, qui ne répond pas par des conseils, qui répond par une présence, par une manière de remettre la personne au centre et non l'affaire. C'est là que se dessine déjà le mécanisme des confidences. Parce que Lynn ne demande pas « alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle demande autre chose, plus intime. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire à tout le monde ? Et Laetitia comprend qu'elle n'est pas en train de parler à une spectatrice, mais à une femme qui a connu la gloire, la polémique, les malentendus publics, et qui sait la différence entre vérité et bruit. Leur rencontre, au fond, c'est cela. Une alliance silencieuse. 2 générations, 2 statuts, une même expérience de la célébrité qui écrase. Et au milieu, Johnny non pas comme une relique, mais comme une présence vivante qui oblige chacune à se positionner. Et si Laetitia choisit aujourd'hui de raconter les confidences secrètes, c'est parce que cette rencontre a créé une chambre forte. Un endroit où la douleur peut exister sans être immédiatement exploitée. Un endroit où l'on peut dire « je te le confie » parce que tu sauras quoi en faire. Il y a une période, dans la vie de Johnny Hallyday, où tout paraît simple de l'extérieur. Les salles pleines, les projecteurs, la machine du spectacle. Mais dans les histoires qui durent, la gloire n'est jamais seulement un sommet. C'est aussi un rythme, une pression, une cadence qui finit par dicter la manière d'aimer. Quand Laetitia arrive dans cet univers, Johnny est déjà un monument national. Il n'est pas en train de devenir, il est. Et cette différence compte. Parce qu'à la différence des couples qui se construisent dans l'anonymat, eux se construisent dans un courant d'air permanent. Journalistes, fans, proches, critiques. Chaque sortie publique devient un message, chaque absence une rumeur. Les années de gloire ne commencent pas à leur rencontre, elles existent avant. Johnny a été propulsé très tôt et Lynn Renaud a été l'une de celles qui l'ont accompagné au moment où il prenait son élan. Le 18 avril 1960, elle le présente à la télévision dans L'école des vedettes. Un détail pour certains, un symbole pour d'autres. Lynn n'est pas une figure périphérique. Elle est là dès l'instant où la France le découvre autrement que par le disque. Ce qui frappe chez Lynn, c'est la continuité. Elle traverse les décennies avec une forme de constance qui, dans le monde du show business, relève presque de l'anomalie. Elle a connu les grands cycles de la chanson française, les bascules de l'époque, les modes, les retours. Et elle reste debout. Quand elle s'engage durablement, ce n'est pas pour la photo. Son implication dans SIDAction, qu'elle cofonde en 1994 et dont elle demeure vice-présidente, témoigne d'une relation au temps long. La fidélité n'est pas un mot, c'est une discipline. Dans les années où Laetitia et Johnny se construisent comme couple, cette discipline de Lynn devient une sorte de point fixe, un contrepoids discret à l'excès naturel du rock. Elle n'est pas la confidente quotidienne, elle est l'aînée qui a déjà vu les triomphes se transformer en pièges. Elle sait que la gloire donne, mais qu'elle exige aussi, qu'elle vous demande un corps, une santé, un équilibre. Et Johnny, lui, fonctionne à l'instinct. Il aime l'intensité, il aime les grands gestes, les grandes promesses, les grandes tournées. La gloire chez lui n'est pas un décor, c'est un carburant. Mais un carburant brûle, et quand il brûle trop longtemps, il laisse des cendres invisibles. Pour Laetitia, ces années-là ont une double face. D'un côté, il y a le nous public, les apparitions, les images de couple, la stabilité affichée. De l'autre, il y a le nous privé, l'apprentissage accéléré d'un monde qui ne pardonne pas l'erreur. Être la femme de Johnny, c'est être scruté, comme si chaque geste devait confirmer une légende ou la trahir. C'est ici que Lynn Renaud devient essentielle dans le récit. Parce que Lynn, paradoxalement, est l'une des rares à pouvoir parler de Johnny sans le posséder.
sans vouloir être la plus proche, la plus légitime, la plus vraie. Elle l'a vu jeune, elle l'a vu devenir immense, elle l'a vu se débattre avec lui-même. Elle n'a pas besoin de prouver son lien, il est inscrit dans l'histoire. Et cette absence de rivalité, cette sérénité-là, crée un espace où Laetitia peut respirer. Octobre 2018, à Paris, Laetitia et Lynn apparaissent ensemble, visiblement proches. La presse relève ce moment comme un signe, celui d'une solidarité, d'un passage de relais affectif entre la marraine historique et la compagne de la dernière période. Mais ce que l'on ne voit pas dans ces années de gloire, c'est le coût. La gloire n'est pas seulement des victoires, c'est une accumulation de renoncements minuscules. Les anniversaires manqués, les retours tardifs, l'épuisement, les humeurs, les tensions. Les triomphes font du bruit, mais ils ont une part silencieuse, souvent plus lourde. Et c'est souvent là, dans ce silence-là, que naissent les confidences. Laetitia ne confie pas à Lynn des anecdotes de stars. Elle confie ce qui se dit quand les portes se ferment. Quand un homme qui a tout sur scène avoue qu'il a peur, peur de décevoir, peur de ne plus être aimé, peur de ne plus être nécessaire. Les années de gloire, donc, ne sont pas un tableau doré. Ce sont des années où l'amour doit apprendre à exister dans une tornade. Et c'est précisément parce que Lynn a connu cette tornade à sa manière, dans sa génération, qu'elle devient la destinataire possible d'un secret. Quelqu'un qui sait que, derrière la grandeur, il y a toujours une fragilité. Elle a longtemps cru que l'amour, quand il est fort, finit toujours par couvrir le reste. Comme une musique trop puissante pour qu'on entende les notes fausses. Et puis un jour, sans fracas, elle comprend. Ce ne sont pas les grandes crises qui abîment le plus. Ce sont les petits déplacements, les détails, les phrases qui ne se disent plus. Dans une histoire aussi exposée que celle de Laetitia et Johnny, les fissures ne se voient pas d'emblée. Le public continue de voir des tapis rouges, des sourires, une image de couple solide. Mais la vie réelle, elle, suit une autre logique, celle de l'usure. Mais alors, qu'est-ce qui se fissure exactement? D'abord, il y a le rythme, la tournée, les projets, cette manière presque physique qu'a Johnny de se sentir vivant dans le mouvement. Pour lui, l'arrêt est dangereux. Il ressemble à une chute. Et quand l'un des deux vit de vitesse, l'autre se retrouve souvent à courir derrière, à tenir la maison, l'équilibre, le quotidien. Laetitia, elle, apprend à organiser une vie qui doit rester normale, alors que rien ne l'est. Pourtant, la fissure la plus douloureuse n'est pas logistique, elle est intérieure. Parce que Johnny, derrière l'image de force, porte une fragilité ancienne. Une fragilité que beaucoup pressentent sans jamais la nommer. La gloire n'a pas effacé les blessures, elle les a seulement maquillées. Et avec le temps, le maquillage tient moins bien. Ce soir-là, il peut suffire d'un rien. Une fatigue, une phrase mal interprétée, un regard qui se détourne. Dans un couple, on se dispute parfois pour la surface, alors que le fond est ailleurs. On parle d'un dîner, d'un voyage, d'un agenda, mais au fond, on parle de peur, de solitude, de la sensation d'être incompris même par la personne la plus proche. Les fissures prennent alors une forme paradoxale. Plus on s'aime, plus on a mal quand l'autre s'éloigne. Et l'éloignement, ici, n'est pas forcément géographique. C'est un éloignement psychologique. Johnny se replie, il se protège. Il garde pour lui ce qu'il pense être son problème. Laetitia, elle, sent cette distance sans toujours pouvoir la franchir. Dans cette phase-là, la place de Lynn Renaud devient intéressante. Parce que Lynn est l'exact opposé de la réaction impulsive. Elle incarne le temps long. Elle sait que les couples ne se cassent pas seulement sur un scandale spectaculaire. Ils se cassent sur une accumulation de non-dits. Et elle sait aussi que Johnny a toujours eu besoin de figures tutélaires, de repères affectifs qui ne demandent rien, sinon la vérité. Lynn, c'est précisément cela. Une présence qui ne réclame pas, qui ne juge pas. Une marraine de cœur, si l'on veut, qui a connu Johnny depuis ses débuts, au point de l'avoir présenté à la télévision dès le 18 avril 1960. Elle n'a pas besoin de s'imposer dans son intimité, elle en fait déjà partie par l'histoire. Et Laetitia, dans Les Fissures, découvre un mécanisme fréquent dans les grandes vies publiques. Plus la pression extérieure est forte, plus on se tait à l'intérieur. Parce qu'on se dit que parler, c'est ouvrir une brèche. Et qu'une brèche, avec les médias, devient immédiatement un gouffre. Mais alors, comment parle-t-on quand on ne peut pas parler? C'est souvent là qu'apparaît la nécessité d'une confidente hors système. Quelqu'un qui n'a rien à gagner à raconter. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se mettre en avant.
Lynn, à ce stade, représente une issue, une femme qui a déjà tout vu et qui sait reconnaître un couple en tension sans en faire un feuilleton. Les fissures se traduisent aussi par la perception du monde extérieur. Laetitia sent qu'on la regarde différemment, non plus comme une femme, mais comme un symbole. Et Johnny, lui, devient parfois prisonnier de son propre personnage, celui qui doit être fort, celui qui doit rester le rocker, celui qui doit tenir jusqu'au bout. Or, personne ne peut tenir indéfiniment. Et c'est là que le non-dit le plus dur s'installe. L'idée que peut-être on ne se sauvera pas, comme avant, qu'il faudra inventer autre chose, qu'il faudra accepter que l'autre ne soit pas toujours accessible, que l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'un dialogue. Ce qui rend cette période si délicate, c'est qu'elle est invisible. Elle ne produit pas de titres spectaculaires, elle produit des micro-séparations, des réconciliations silencieuses, des efforts, et parfois un épuisement. Ce soir-là, Laetitia comprend peut-être que la crise ne vient pas d'un événement isolé, elle vient d'une accumulation, et que l'enjeu désormais n'est plus seulement de tenir l'image. L'enjeu, c'est de préserver ce qui reste vivant derrière l'image. Et c'est précisément parce que les fissures sont silencieuses qu'elles annoncent ce qui vient ensuite. La rupture intérieure, la crise, le moment où l'on ne peut plus faire semblant. Elle n'a pas souvenir d'un grand soir où tout aurait explosé. Ce qu'elle retient, c'est autre chose. La sensation qu'un jour, la vie ne négocie plus, qu'elle ne laisse plus le temps d'arrondir les angles, de repousser les conversations, de faire semblant d'aller bien. La crise dans ce genre d'histoire n'est pas un scandale, c'est un basculement. Mais alors, comment une légende tombe-t-elle malade sans que tout le monde autour tombe avec elle? Pour Johnny, le corps a toujours été un instrument de travail. La voix, l'endurance, la présence sur scène, ce sont des promesses faites au public, soir après soir. Et quand le corps commence à trahir, la peur n'est pas seulement médicale, elle est identitaire. Qui suis-je si je ne suis plus celui qui tient la scène? Pourtant, le public ne voit que la surface. Il voit des communiqués, des images rassurantes, des « ça va ». Il voit une famille qui garde le cap, mais dans l'intimité, c'est une autre chronologie. Une suite d'examens, d'attentes, de consultations, et surtout une tension permanente. Comment protéger l'homme tout en continuant d'exister face au monde? Ce soir-là, Laetitia apprend que l'énergie ne se partage plus comme avant, qu'elle devient une ressource rare, qu'on la dépense en décisions urgentes, en rendez-vous, en trajectoire médicale, et qu'il reste moins de place pour le reste, pour les disputes ordinaires, pour les jalousies, pour les rancœurs. La maladie souvent ne répare pas un couple, elle le met au pied du mur. Elle révèle ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Dans ces moments-là, la rupture n'est pas toujours une séparation officielle. C'est parfois la rupture d'une illusion, celle de croire qu'on maîtrise, celle de croire qu'on peut organiser la douleur comme on organise une tournée. On découvre que la vie impose son calendrier et qu'il n'y a plus d'espace pour les stratégies. Et puis il y a le bruit extérieur. Cette période autour des derniers mois, puis de l'après, les interprétations, les accusations, les camps qui se forment. La crise devient publique, même si la souffrance, elle, reste privée. Laetitia est en première ligne, non seulement comme épouse, mais comme symbole. Ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle montre, ce qu'elle cache, tout devient matière à jugement. Mais alors, comment respire-t-on quand on vous demande en permanence de prouver que vous aimez? C'est là que le mot silence prend une densité particulière. Parce que dans une crise, on croit souvent que parler soulage. En réalité, parler peut aussi aggraver. Chaque phrase devient un objet. Elle circule, elle se déforme, elle se retourne. On vous prête des intentions. Et parfois, à force de ne pas vouloir nourrir le feu, on finit par s'étouffer dans son propre mutisme. Pourtant, il existe une autre forme de parole, celle qui n'est pas destinée au public, celle qui n'a pas vocation à convaincre. La confession, le dépôt, ce qu'on dit à quelqu'un, non pas pour que cela soit répété, mais pour que cela soit porté un instant avec vous. C'est ici que Lynn Renaud apparaît comme un refuge logique, presque inévitable. Parce que Lynn n'est pas une commentatrice, elle est une figure qui sait la différence entre le bruit et la vérité. Son lien à Johnny est ancien, inscrit dans l'histoire de la chanson et même dans l'histoire télévisuelle. Elle l'a présenté très tôt, le 18 avril 1960, dans l'École des vedettes. Et Lynn, surtout, appartient à une génération où la discrétion n'est pas une posture, mais une culture. Une femme qui a traversé l'époque des studios, des directeurs de chaîne, des pactes tacites.
Une femme qui a compris que protéger, parfois, c'est se taire, mais que se taire trop longtemps peut aussi détruire. Dans la crise, Laetitia ne perd pas seulement un mari. Elle perd un monde, un rythme, une identité de couple. Et elle gagne, brutalement, une responsabilité. Celle d'être le visage d'un deuil qui ne lui appartient plus entièrement parce que la France entière possède Johnny d'une certaine façon. Ce soir-là, elle mesure que l'intime n'est plus intact, qu'il est devenu un champ de bataille symbolique. Et c'est cela la crise. Non seulement la douleur réelle, mais l'impossibilité de la vivre en paix. C'est aussi à ce moment-là qu'on comprend le titre « Confidence secrète ». Parce qu'il y a dans la crise des phrases qu'on ne peut pas prononcer publiquement. Des phrases qui seraient immédiatement mal comprises. Des aveux trop fragiles. Des peurs trop humaines. Et ces phrases-là, Laetitia les confie à Lynn. Pas pour qu'elles deviennent une arme, pour qu'elles deviennent une preuve intime. La preuve que, même au milieu du chaos, quelqu'un peut entendre sans transformer. Elle découvre, après la mort, une chose que personne ne vous dit vraiment. La tempête ne s'arrête pas quand tout est fini. Elle change de forme. Elle devient administrative, médiatique, familiale. Et surtout, elle devient intérieure. Après Johnny, Laetitia n'entre pas dans un après paisible. Elle entre dans un après où tout le monde a un avis, une mémoire, une version. On lui demande d'être digne, mais on lui reproche d'exister. On lui demande de se taire, mais on interprète chaque silence comme une manœuvre. Dans cette contradiction permanente, il y a une solitude particulière, celle de devoir continuer à vivre alors que le récit collectif semble vous interdire de tourner la page. Mais alors, Laetitia s'organise. Elle protège ses enfants. Elle tente de reconstruire un quotidien, de remettre des repères là où tout a été arraché. Et en même temps, elle avance sur une corde raide. Le moindre geste devient un symbole. Une photo, un déplacement, une phrase. Rien n'est neutre. Pourtant, l'après n'est pas qu'une bataille extérieure. Il y a aussi l'intérieur. Le moment où la fatigue retombe, où l'on se retrouve face à soi-même, sans l'adrénaline des urgences. C'est souvent là que la douleur se met à parler plus fort. Pas comme une explosion, comme une pression lente, continue. Ce soir-là, elle comprend que la tempête a laissé des débris invisibles. La peur, la culpabilité, les questions sans réponse, et cette sensation étrange d'être devenue celle qui reste, alors qu'elle aurait préféré rester simplement une femme et non un rôle. C'est dans cet après-là que Lynn Renault prend une place encore plus nette. Pas comme une star proche qu'on brandit pour légitimer une version, comme une présence qui apaise. Lynn n'est pas de celle qui excite la douleur pour la transformer en récit. Elle a trop vécu pour cela. Elle sait que le deuil n'a pas besoin d'un commentaire, mais d'un cadre. Et surtout, Lynn a connu Johnny depuis si longtemps que sa fidélité ressemble à une continuité naturelle. Une fidélité qui n'a pas commencé avec les dernières années et qui ne s'arrête pas à la mort. Dans ces moments-là, l'ancienneté du lien a une valeur. Elle rappelle que Johnny ne se résume pas à la période la plus polémique, ni au dernier chapitre. Il a été un jeune homme présenté à la télévision, un artiste au début d'une route, un ami de décennies. Lynn porte cette mémoire longue, et cela change tout. Mais alors, que peut-on dire, après la tempête, sans relancer la tempête ? Laetitia apprend une nouvelle forme de langage, celui de l'allusion, du détail discret, de la phrase retenue. Parce qu'elle sait que certains mots, une fois dehors, ne reviennent plus. Ils sont récupérés, instrumentalisés, et il y a des vérités qui ont besoin de rester intimes pour rester justes. Pourtant, l'intime, à force d'être protégé, devient parfois un fardeau. On garde tout, on ne partage rien, on tient. Et un jour, on réalise que ce silence-là commence à vous peser plus que les attaques elles-mêmes. C'est là que l'amitié avec Lynn devient une sorte d'abri stratégique au sens noble. Lynn n'est pas un miroir qui renvoie l'image. Elle est un témoin qui redonne de l'épaisseur humaine. Elle pose une question simple, presque désarmante. « Et toi, comment tu tiens ?» Ce soir-là, Laetitia n'a plus besoin de jouer. Elle peut dire la peur sans que la peur devienne une faiblesse publique. Elle peut dire le doute sans qu'on l'utilise contre elle. Elle peut avouer la fatigue sans qu'on lui oppose la force attendue. Dans l'après-tempête, il y a aussi les souvenirs, les objets, les chansons, les dates. Il y a des journées où l'on croit aller mieux, et puis une voix passe à la radio et tout revient. Le deuil est fait de ces retours imprévisibles. Et quand on vit sous le regard du public, même ces retours deviennent compliqués. Pleurer en public, c'est être soupçonné. Ne pas pleurer, c'est être accusé de froideur. Lynn, elle, n'est pas là pour mesurer.
Elle n'est pas là pour vérifier si le deuil correspond à une norme. Elle sait, par expérience, que l'on survit comme on peut, et que l'on a parfois besoin d'un endroit où l'on peut être incohérente, fragile, épuisée. Mais alors, pourquoi parler maintenant, à 50 ans? Parce que l'après-tempête dure, parce que les années passent et que la douleur se transforme en mémoire, et parce qu'il arrive un moment où l'on ne veut plus seulement survivre, on veut réconcilier. Réconcilier ce que l'on a vécu avec ce que les autres racontent. Réconcilier l'amour réel avec les caricatures. C'est dans ce temps long, celui de l'après, que les confidences secrètes prennent sens. Non pas comme une revanche, mais comme un acte de vérité mûrie. Comme une manière de dire « je ne laisserai pas tout être raconté à ma place ». Elle n'a jamais manqué de mots. Ce qui lui a manqué, pendant longtemps, c'est un endroit sûr pour les déposer. À 50 ans, Laetitia ne parle pas comme on se défend. Elle parle comme on tranche un nœud qui vous a tenu des années. Pas pour gagner, pas pour humilier, mais parce qu'il arrive un moment où ne rien dire revient à laisser les autres écrire votre vie à votre place. Mais alors, quelle est cette révélation qui change tout? Ce n'est pas une bombe médiatique. Ce n'est pas un secret croustillant. La vérité dans cette histoire est plus dérangeante parce qu'elle est simple. Dans les derniers temps, Johnny n'avait pas seulement peur de mourir. Il avait peur d'être réduit, après sa mort, à une guerre. Peur que l'homme qu'il était devienne une propriété disputée, un symbole attiré de tous côtés. Peur que l'amour, le sien, soit commenté comme une stratégie. Et il l'aurait dit à Lynn Renault, à sa manière, dans ces mots-là ou dans l'esprit de ces mots-là. Je ne veux pas qu'il se déchire, je ne veux pas qu'il te savisse, je ne veux pas qu'il transforme ça en tribunal, ce soir-là. Laetitia comprend que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses records, mais à ce qu'il demande au moment où il n'a plus rien à gagner. Johnny, face à la faim, ne cherche pas un dernier coup d'éclat, il cherche un apaisement, une protection pour ceux qu'il laisse. Pourtant, cette protection est impossible à garantir publiquement, parce qu'à peine l'absence installée, les interprétations se mettent à courir. Le pays entier se souvient, le pays entier s'autorise. Et Laetitia se retrouve dans cette position intenable, être à la fois la dépositaire de l'intime et la cible du bruit. Alors elle fait ce que font certains quand ils sont à bout. Elle confie la phrase à une personne qui n'en fera pas un spectacle. Elle confie à Lynn. Parce que Lynn, précisément, est de celles qui savent garder, de celles qui ont connu la gloire sans se confondre avec elle, de celles qui ne transforment pas une confession en monnaie. Mais alors, pourquoi Lynn et pas un ami du moment, pas un proche de plateau, pas un entourage de circonstances? Parce que Lynn Renault n'est pas seulement une amie, elle est une mémoire. Elle a connu Johnny depuis son premier surgissement télévisé, dès le 18 avril 1960, lorsqu'elle le présente dans l'École des vedettes. Elle a vu le jeune homme devenir un géant. Elle n'a pas besoin d'un récit pour exister. Elle existe déjà. Et c'est dans cette solidité-là que Laetitia trouve, enfin, un point d'appui. Non pas une alliée dans une guerre, mais une figure capable de dire « je sais qui il était, et je sais aussi ce que tu as porté ». La révélation, au fond, tient dans une seconde vérité. Laetitia n'a pas seulement aimé Johnny, elle l'a protégé jusqu'à l'épuisement. Et dans cette protection, elle a souvent accepté d'être mal comprise. Elle a accepté d'être la mauvaise dans certaines versions, parce qu'elle croyait encore que le silence était le prix à payer pour préserver l'homme, l'image, la famille. Mais alors, qu'est-ce qui l'a fait briser le silence aujourd'hui? Ce n'est pas une impulsion, c'est une fatigue longue, une maturité. Une décision de ne plus sacrifier sa vérité à l'idée d'une paix qui n'existe pas. À 50 ans, elle comprend qu'elle ne peut pas passer sa vie à s'excuser d'avoir aimé, qu'elle ne peut pas non plus laisser Lynn, cette femme âgée, porter seule une partie de la mémoire intime de Johnny, comme si cette mémoire était un fardeau dont on se débarrasse. Ce soir-là, elle se dit qu'il faut remettre les choses à leur place, pas en accusant, en rétablissant une nuance, en rappelant que, dans les derniers moments, Johnny n'était ni un mythe ni un dossier. Il était un homme qui demandait au fond une chose très humaine, qu'on ne transforme pas sa mort en champ de bataille. Et Lynn, dans cette révélation, n'est pas un témoin de plateau, elle est presque une gardienne, une femme qui a choisi toute sa vie de se tenir du côté de la dignité. Son engagement durable à SIDAction, sa constance, son refus des facilités racontent une personnalité qui ne joue pas avec la douleur des autres. Laetitia révèle donc ceci. Derrière les images, derrière les polémiques, il y a eu, à un moment précis, une phrase confiée, un souhait, une demande d'apaisement.
et elle admet que pendant longtemps, elle a cru pouvoir le respecter en se taisant. Mais alors, et si le silence finalement avait trahi ce souhait? C'est peut-être là le cœur de sa prise de parole. Dire que se taire n'a pas protégé, que le bruit a existé malgré tout, que la guerre a eu lieu malgré le silence. Alors autant dire au moins ce qui compte, qu'au bout de la route, Johnny voulait la paix. Elle ne demande pas qu'on la croie sur parole. Elle demande simplement qu'on écoute autrement. À la fin, ce qui reste d'une histoire aussi exposée, ce ne sont pas les commentaires, ni les débats, ni les camps. Ce sont des gestes minuscules, des phrases confiées dans un couloir, des regards qui disent ce que les mots n'osent plus dire. Laetitia, à 50 ans, ne cherche plus à contrôler le récit. Elle cherche à retrouver une forme de vérité intérieure, celle qui permet de continuer sans se trahir. Mais alors, qu'est-ce que cette révélation change vraiment? Elle ne change pas le passé. Elle ne rend pas Johnny à la vie. Elle ne transforme pas magiquement les fractures en harmonie. En revanche, elle déplace le centre. Elle rappelle que derrière la figure nationale, il y avait un homme. Derrière la veuve médiatisée, il y a une femme qui a traversé une tempête sans avoir la possibilité de la vivre en silence. Et derrière l'icône Lynn Renault, il y a une aînée qui a accepté, une fois de plus, d'être un refuge plutôt qu'un juge. Ce soir-là, on comprend que l'enjeu n'était pas de réhabiliter ou de condamner. L'enjeu, c'était de restituer une nuance. La nuance, c'est ce qui manque le plus dans les grandes histoires françaises. Elles finissent souvent en théâtre, en procès, en roman national où chacun choisit son rôle. Or, la vérité humaine ne fonctionne pas comme cela. Elle est contradictoire. Elle est faite de force et de faiblesse, d'amour et d'épuisement, de protection et de maladresse. Pourtant, il serait trop simple de conclure en disant « tout le monde a eu tort, tout le monde a eu raison ». Ce n'est pas un exercice d'équilibre, c'est une question de dignité, une question de limite. Jusqu'où a-t-on le droit de déchirer une histoire intime au nom de l'opinion publique? Laetitia, en parlant, ne réclame pas l'indulgence, elle réclame l'espace. L'espace pour ne plus être une silhouette dans une querelle, mais un être humain. Elle rappelle que, dans les derniers temps, Johnny ne demandait pas un tribunal, il demandait l'apaisement. Et que si elle a choisi de transmettre cette parole à Lynn Renault, c'est parce que Lynn appartient à une génération qui sait garder les choses à l'abri du spectacle. Lynn, elle, ne répond pas avec des slogans. Son rôle, dans cette histoire, n'est pas d'être l'arbitre, c'est d'être le témoin de l'essentiel, la fidélité. Non pas la fidélité aveugle, mais la fidélité qui traverse le temps, qui survit au bruit, qui continue d'aimer même quand le monde se divise. Elle a connu Johnny depuis les premiers pas, dès le 18 avril 1960, lorsqu'elle le présente à la télévision. Elle sait ce que cela signifie de voir un homme devenir un mythe. Mais alors, que fait-on d'un mythe quand on veut qu'il reste humain? On accepte que le mythe ne dit pas tout. On accepte que l'amour n'est pas une légende parfaite. On accepte que les années de gloire n'empêchent pas l'usure, et que les crises ne se vivent pas toujours comme il faut. On accepte surtout qu'une femme qui reste a le droit de raconter ce qu'elle a porté, pas pour s'imposer, mais pour respirer. Dans cet épilogue, il n'y a pas de victoire. Il y a une forme d'apaisement possible, fragile, une porte entr'ouverte. Peut-être que certains continueront de douter, peut-être que d'autres diront « trop tard ». Mais la parole de Laetitia, à cet âge, ne vise pas à satisfaire. Elle vise à clôturer quelque chose en elle, l'obligation de se taire pour être acceptée. Ce soir-là, elle comprend aussi une dernière chose. Le silence peut protéger un temps, mais il ne protège pas toujours. Il arrive qu'il laisse le champ libre aux récits les plus brutaux. Parler, alors, n'est pas une attaque, c'est une réparation. Et puis la vie continue. Elle continue toujours, parfois à contre-cœur. Il y aura d'autres anniversaires, d'autres dates, d'autres chansons qui remonteront comme des vagues. Et il y aura, peut-être, un moment où l'on pourra prononcer le nom de Johnny sans immédiatement entrer dans la guerre des versions. Un moment où l'on pourra dire simplement « il a été aimé ». Il a aimé. Et il a eu, à la fin, cette demande d'homme, qu'on laisse les siens en paix. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.